Les gens qui nous écoutent, quand ils ont reçu leur relevé de carrière, comment ils l'ont regardé, le temps qu'ils y ont consacré. Mais je serais surpris que ce soit plus de 10 minutes. On fait environ 1 millier de dossiers annuels. C'est 84% des dossiers qui sont soumis à correction. Ah oui, donc c'est énorme. Sur la partie stratégie, à tous les coups on gagne. Oui. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on peut choisir les trimestres qu'on rachète ? Effectivement, on peut choisir les trimestres qu'on rachète. Okay. Ah, donc on pourrait choisir de racheter des trimestres qui sont plus intéressants dans la retraite que d'autres. Il faut bien se mettre une chose en tête, c'est que le seul responsable de sa retraite, c'est nous. C'est pas son employeur, c'est pas son expert comptable, c'est pas son CGP, c'est l'individu qui est seul responsable. Les trimestres de stage, si tu as moins de 30 ans, en fait, ils te coûtent genre 400 balles. Ces infos-là, si tu les as pas, tu te dis, ouais, allez-y. Franchement, faut y aller. Oui, c'est intéressant. Bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné de Thierry Muguet, conseiller Cali Retraite. Cali Retraite, c'est une société spécialisée effectivement sur l'approche retraite. Alors, l'approche retraite, on va voir qu'elle est extrêmement large. C'est un sujet vraiment d'actualité et en fait qui fait toujours beaucoup parler. Les Français aiment bien quand on parle de retraite et c'est jamais simple de parler de la retraite. Donc voilà un petit peu ce qui va nous animer dans la prochaine heure, voire plus, si jamais on est amené à dériver un petit peu. Quelques événements récents. Il y a un an, quasiment jour pour jour, il y a une nouvelle réforme qui est entrée effectivement en vigueur au 1er septembre 2023. Énième réforme des retraites. Et Thierry me disait juste avant de démarrer, entre guillemets, oui, c'est bien, mais c'est la première réforme en fait qui est d'application immédiate, donc très compliquée. Donc tout d'abord, bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu Cali Retraite déjà ? Alors, je suis Thierry Muguet, moi je suis conseiller commercial pour Cali Retraite sur la Haute-Garonne et on va dire quelques départements périphériques. Cali Retraite, c'est une société dont le seul métier est d'optimiser et d'accompagner les clients sur un sujet qui est assez simple, qui est la retraite obligatoire. Alors assez simple, quand je le dis comme ça, très compliqué parce que la retraite, Philippe, tu le disais, c'est toujours un sujet qui peut effrayer les gens, ou c'est plutôt le sujet qu'on met un peu sous le tapis en règle générale, et on se dit tiens, je m'en occuperai un jour. Plus tard. Voilà, le fameux plus tard, mais le plus tard arrive un jour. Et un jour, le plus tard arrive. Non, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que c'est une entreprise dont le seul sujet, effectivement, la retraite obligatoire. On n'intervient jamais sur tout ce qui va être le métier de Bonjour Patrimoine et notamment tout ce qui est retraite supplémentaire et quels sont les moyens d'améliorer cette fameuse retraite. On s'intéresse à ce pourquoi les gens ont cotisé tout au long de leur vie. Okay. Niveau moyen de cotisation, entre 25 et 28%. De toutes les rémunérations que l'on prend tout au long de sa vie vient alimenter les caisses de retraite. Donc l'enjeu est sympa. On a déjà payé. L'idée, c'est de se dire comment, à quel moment je vais pouvoir faire valoir mes droits à la retraite. Donc, quel est le moment idéal pour faire valoir mes droits à la retraite ? Et surtout, quel sera le montant de ma future pension ? Ça va être une grosse partie de notre travail. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en fait, il y a quand même une bonne partie du salaire qui va en fait dans ce régime de retraite. Et c'est alors en France, on est sur un régime de retraite par répartition. C'est très français, entre guillemets. On est loin des systèmes plutôt anglo-saxons de retraite par capitalisation. Mais n'oubliez pas, ça, c'est quand même très important, c'est que vous avez plus ou moins, tu nous le disais, 25%, un quart de votre rémunération, ce que vous paye entre guillemets votre employeur, bref, en fonction des régimes, mais en tout cas, vous avez un quart de votre rémunération qui part dans ce système-là. Donc, c'est important de savoir où va l'argent, très bien, mais surtout comment vous pouvez le récupérer au mieux. Et c'est vraiment ce qui va nous animer là, aujourd'hui. En fait, l'enjeu financier, il est assez simple. C'est de se dire, on cotise toute notre vie pour générer... J'appelle ça le salaire du reste de ma vie, mais un flux financier. C'est bien ça comme punchline. Un flux financier qui va m'intéresser à partir du moment où je vais faire valoir mes droits jusqu'à mon décès. Ce flux financier-là,
on va dire sur un ménage moyen, il est d'à peu près entre 800 000 et 1 million d'euros de flux qui va pouvoir être généré au moment où on va faire valoir ses droits. Donc c'est important de s'en préoccuper. Je reviens sur Cali Retraite, puisque je voulais un peu finaliser ma présentation de l'entreprise. Donc je vous ai dit que c'était le seul métier de Cali Retraite, c'était la pension obligatoire. C'est une entreprise qui est au Mans. C'est une société qui est donc au Mans, on va avoir un bureau d'études. Le bureau d'études, c'est entre 30 et 40 personnes. Ce sont nos spécialistes. Okay. C'est ceux qui analysent les dossiers. C'est ceux qui analysent les dossiers. On y viendra tout à l'heure sur la méthodologie. Et ensuite, c'est des implantations régionales avec aujourd'hui 24 conseillers commerciaux implantés sur la France et un objectif à fin 2025 de monter jusqu'à 50 agences au niveau national. Donc, c'est un beau développement. Un beau développement. Un point important, Cali Retraite, c'est aussi beaucoup développé et a beaucoup évolué au cours des dernières années. 2 levées de fonds successives en 2023 et 2024. Et 2024, ça nous a permis de faire l'acquisition d'une entreprise qui était dirigée par Bruno Chrétien, qui s'appelle Factoriel. Et Factoriel, c'est du logiciel, de la formation, et c'est aussi Prévissima, qui est un site d'information sur la protection sociale. Donc un enjeu et une vision de l'entreprise qui est d'être rapidement un des leaders ou le leader de la protection sociale ou de l'information sur la protection sociale en France. Et du conseil. Et du conseil sur la partie conseil. Oui. Alors c'est important. Il y a ce point-là qui nous rallie en fait. Nous, on est conseillers en organisation patrimoniale. On met un point d'honneur entre guillemets à avoir une approche globale et à mettre en avant le conseil. Et c'est ce qui nous anime ensemble. En fait, un des points de ralliement, c'est le conseil. Et ce que fait Cali Retraite, c'est du conseil. Alors c'est du conseil et que du conseil. Et j'en parlais tout à l'heure, mais c'est effectivement un point extrêmement important. On reste vraiment sur cette notion de service et de conseil. Qu'est-ce que tu veux dire pour démarrer sur la retraite? On parle d'un petit peu, on fait un petit focus rapide sur tu veux parler de la réforme? Ouais, par exemple. Qu'est-ce qui est entré en vigueur le 1er septembre dernier? Les gros bullet points. Les gros points de la réforme, on a entendu parler de beaucoup de choses. Enfin, de beaucoup de choses. Ça a fait beaucoup de bruit, mais en même temps, on a entendu parler que d'une chose importante qui était l'âge légal. Oui, exact. Beaucoup de bruit pour, effectivement, on a aujourd'hui la nécessité, en tout cas les pouvoirs publics ont jugé qu'il y avait la nécessité de reculer cet âge légal, donc de 62 à 64 ans. On a beaucoup moins parlé de tout ce qu'il y a eu comme aménagement autour de cette réforme, et notamment sur tous les dispositifs qui vont venir entourer ce déplacement de l'âge légal. Les impacts, ils sont sur... on va les retrouver sur des nouveaux droits qui peuvent être acquis. L'allocation vieillesse des parents au foyer en fait partie. Les aidants peuvent être aujourd'hui un peu plus pris en considération. Il y a des nouveautés au niveau des surcotes. Il y a de la nouveauté sur le cumul emploi-retraite. On y reviendra tout à l'heure sur ces points, parce que c'est vrai que la surcote, si vous nous écoutez, vous dites... Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Vous avez peut-être ce mot-là en tête, mais pas le régime complet. Il y a de la nouveauté aussi au niveau de la retraite progressive. En fait, un certain nombre d'aménagements ont été effectués. La difficulté, c'est que, comme on le disait, cette réforme, elle a eu une application immédiate. Sauf que les caisses n'étaient pas forcément prêtes. Les décrets n'étaient pas tous validés, en tout cas entérinés, et surtout pas en application. Donc, de gros embouteillages au niveau des caisses de retraite à partir de septembre. On va dire que il va falloir un certain temps avant que les choses se mettent en place. Aujourd'hui, il y a encore des circulaires qui ne sont pas redescendues correctement. Et donc, c'est un système qui est une réforme qui était nécessaire, qui n'était que technique. Qui n'était pas structurelle, c'est une réforme réellement technique, et qui nécessite aujourd'hui que tout le monde se mette en ordre de marche et comprenne, et donc ça a créé encore plus de troubles là où il y avait déjà une opacité assez importante.
Ok. C'est ce qu'on disait un petit peu en off, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Parce que vous, en fait, vos différentes estimations et le conseil que vous fournissez, c'est sur la base de la loi, mais la loi aujourd'hui qui est dans les textes, mais qui redescend pas complètement jusqu'aux caisses. Donc c'est un peu compliqué. Ok. Et tu nous disais une réforme technique. Ok. C'est quoi pour toi une réforme qui n'est pas technique ? Alors, ce serait une réforme structurelle. Ça veut dire effectivement on change pas mal de paradigme. Oui. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience qu'il reste 42 caisses de retraite qui cohabitent. 42 caisses de retraite et seulement 3, ce qu'on appelle les régimes alignés, qui ont un mode de fonctionnement et une interprétation de la législation qui est la même. Il faut savoir que les autres caisses de retraite ont chaque caisse de retraite a son mode de fonctionnement, son interprétation de la législation, et il faut pouvoir naviguer au milieu de tout ça. Et il faut aussi savoir que quand on fait valoir ses droits à la retraite, on ne fait pas valoir ses droits à la retraite sur une seule caisse. Et oui. Au cours de sa vie, on a été impacté, suivant la carrière qu'on a eue, par de nombreuses caisses, et du coup, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, quand on va liquider ces droits à la retraite, il va falloir les liquider auprès de toutes les caisses, avec des fonctionnements différents. Donc c'est difficile pour quelqu'un qui... pour tout le monde, c'est extrêmement difficile de savoir si ces droits ont bien été calculés, enregistrés dans chacune des caisses, avec chacun son mode de fonctionnement. Oui, on est loin. Alors, de la promesse, effectivement, du gouvernement Macron, de la réforme 1 euro cotisé égale 1 euro de droit, entre guillemets. Mais on le voit, ça existe dans d'autres pays, des pays plutôt nordiques. Peut-être la Suède, je crois, fonctionne comme ça, etc. Et aujourd'hui, donc, pour toi, ça serait ça, une réforme structurelle. Vraiment, on fait un reset complet de ce qui existe, on simplifie, on arrête d'entasser les réformes, parce qu'on a quasiment 30 ans de réformes derrière nous. Donc, on en a eu peut-être 6, 7, 8, des grosses réformes, Balladur, Fillon, Juppé, etc., etc. Enfin, il y en a eu vraiment beaucoup. Là, on rajoute encore... Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, mais en même temps, à chaque fois, ça reste de l'aménagement. Ça reste de l'adaptation à un contexte économique donné, à un rapport du corps, là, pour le coup. Le Conseil d'orientation des retraites. Conseil d'orientation des retraites, auquel il faut, qui fait des préconisations et avec lequel le gouvernement doit agir. Mais non, il n'y a pas encore, en tout cas, on reste dans un cadre de répartition sans changement structurel fondamentaux. Voilà. Okay. Et oui, parce qu'effectivement, entre la population qui stagne un peu, l'espérance de vie qui se rallonge, on voit effectivement un rapprochement et le système entre guillemets de base qui est quand même issu de l'après-guerre tend à changer vraiment de spectre et en tout cas de dynamique. Moi, une question que j'ai, c'est, même si je le sais, mais c'est plutôt pour nos auditeurs, aujourd'hui, comment vous intervenez en fait sur, alors je pense que vous travaillez avec des conseillers en gestion de patrimoine comme nous, vous travaillez sûrement avec d'autres professionnels, experts comptables, d'ailleurs avec qui vous travaillez? Alors on travaille effectivement avec des conseillers en gestion de patrimoine, avec des experts comptables, avec des avocats, avec des notaires également. Ok. Vous travaillez en direct aussi, en client, vous faites du B2C directement? Et en fait, oui, on a aussi des leads qui nous sont générés sur notre site et dans notre action commerciale, effectivement, la recherche de clients directs en B2C. Okay. Donc, une partie B2C et une partie B2B2C, on va dire. On est en plein dedans. L'idée, c'est aujourd'hui de faire comprendre à nos clients finaux, quel va être l'enjeu auquel ils vont devoir faire face au moment où ils vont faire valoir leurs droits à la retraite. J'ai parlé tout à l'heure d'un flux financier qui est important. Je parlais tout à l'heure d'une date optimale où on fait valoir ses droits à la retraite. Il est important aussi de se dire que c'est pas quelque chose que l'on doit subir, la retraite. Alors, on disait tout à l'heure ensemble, anticiper ou subir, c'est un bon mantra. Anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai pris conscience d'une problématique, je peux agir pour la modifier ou espérer un résultat qui soit meilleur. Tant qu'on n'en a pas connaissance. Et tant qu'on n'en a pas connaissance,
on ne pourra pas agir. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'entre le moment où on va rencontrer notre client et le moment où il va faire valoir ses droits à la retraite, on va pouvoir agir sur plusieurs paramètres, qu'ils soient TNS, qu'ils soient dirigeants salariés ou qu'ils soient simples salariés. On va répondre à sa problématique en mettant en place des scénarios différents et des hypothèses de travail différentes qui vont permettre d'optimiser le montant de la future pension. Donc, c'est l'identification d'une date d'âge, d'une date de droit, de validation des droits optimale. Et c'est aussi utiliser tout le spectre législatif pour permettre justement d'améliorer à cotisation équivalente le montant de la future pension. Ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler moi les mécanismes légaux entre guillemets pour améliorer sa retraite. Nous, en tant que CGP, on va plutôt travailler des mécanismes patrimoniaux entre guillemets. Là, on va parler vraiment des mécanismes légaux. Okay. Exactement. Alors, comment vous quel est le process, quel est le parcours client chez vous? Alors, le client, le parcours est le suivant. On reçoit, nous, on fait un premier entretien avec le client qui est un entretien gratuit de conseil. D'accord. On base cet entretien sur une découverte de son passé, quel est l'historique, quel a été son parcours professionnel et personnel, parce que les droits à la retraite ne sont pas acquis que à travers le spectre professionnel. Il y a aussi des gros enjeux personnels qui vont venir générer des droits. Donc l'idée, c'est de bien comprendre qui est notre client, quel a été son parcours jusqu'à maintenant, et également, à partir du moment où on rentre en relation, quels vont être les enjeux pour lui sur sa fin de carrière. Des enjeux, c'est quoi? Ça peut être, est-ce que j'ai décidé de travailler après avoir fait valoir mes droits à la retraite? Est-ce que je sais que ça existe déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser dans la même activité ou dans une autre activité? Il y a des solutions comme le cumul emploi-retraite. Ça peut être une problématique de dire, moi, je ne me vois pas aller jusqu'à 64 ans parce que je serai fatigué, parce que et je ne vais pas pouvoir faire ce métier-là de la même façon jusqu'à cet âge-là. Donc, quels sont les dispositifs qui peuvent exister? Donc, on va travailler sur ces dispositifs-là. Ça peut être des choix de vie. J'ai décidé que les 3 dernières années de ma vie, j'arrête de travailler. Quel sera l'impact sur le montant de ma pension? Donc l'idée, c'est de soulever différents enjeux. Une fois qu'on a soulevé ces enjeux-là, on va proposer une mission adaptée à la situation du client. Les missions, elles peuvent consister à travailler sur l'identification d'une date et des stratégies en se basant uniquement sur la partie trimestre. Donc ça va être un premier type de mission. La mission classique et historique de Cali Retraite, elle consiste à consolider l'ensemble des droits passés. Donc, recalculer l'intégralité des droits acquis durant la carrière jusqu'au moment où on se rencontre et projeter ensuite sur la fin de carrière et en fonction de l'enjeu, les scénarios qui vont être adaptés aux clients. Ça, c'est un gros travail c'est le gros travail. Ouais, c'est le gros travail d'archéologie. Je reviendrai un peu sur la méthodologie après. Okay. Et la troisième mission, c'est bien entendu l'accompagnement à la liquidation des droits au moment où on fait valoir les droits à la retraite. Okay. Ça peut se regrouper sur une seule mission. Alors, il est important aussi de souligner un point, c'est que le client, à partir du moment où on a fait son bilan, on ne le lâche pas. On l'accompagne tous les ans avec un système d'abonnement et de suivi qui va nous permettre tous les ans, en fonction du changement législatif, en fonction de la situation personnelle qui peut évoluer, de la situation professionnelle qui peut évoluer, de ses aspirations qui peuvent évoluer. Tous les ans, on va continuer à consolider le travail qui a été fait et également à rechallenger les scénarios qui avaient été mis en place pour les adapter à la situation au moment où on le rencontre, enfin où on lui restitue un deuxième bilan au moment de ce suivi. Vous avez un fonctionnement qui est assez identique au nôtre parce que effectivement le gros du travail c'est le bilan, c'est ce que j'aime appeler le T0. Chez nous c'est on bâtit une stratégie patrimoniale, on la met en place, ça prend le temps, puis après effectivement la stratégie patrimoniale est bonne qu'au moment où elle est débouclée. En cours de route, c'est qu'une notion de flux entrant, flux sortant, etc. On ne peut pas contrôler. Celui qui vous dit votre stratégie elle est bonne dès le départ, c'est pas terrible. Et c'est pour ça que nous on accompagne aussi beaucoup nos clients pour réactualiser les situations patrimoniales
et ajusté par rapport aux objectifs. Et là-dessus, on est encore une fois très très parallèle. On est très parallèle. L'objectif, c'est pas de faire des constats. L'objectif, c'est de faire des constats, de faire des propositions et de vérifier si ces propositions, au fil du temps, sont toujours d'actualité, sont toujours cohérentes, pérennes, parce que les choses peuvent évoluer, et donc d'adapter en permanence notre conseil à la situation du client, de manière dynamique. Tu voulais revenir peut-être un petit peu sur le mode de fonctionnement, entre la méthodologie, le travail d'archéologie. Ouais. Il y a, après, je te poserai une question qui me chatouille un petit peu, mais sur le RIS, entre guillemets, mais déjà, alors, sur l'archéologie, les recherches de documents, comment vous fonctionnez par rapport à ça? Alors en fait, l'idée de Cali Retraite et la valeur ajoutée que l'on a et qui est pour moi extrêmement importante, c'est... On va parler du RIS tout à l'heure, mais le RIS aujourd'hui, le RIS, c'est un document, c'est le seul document qui est donné à titre informatif, uniquement à titre informatif. Hein. Je sais bien. Sans engagement de la part des caisses, c'est bien mentionné. C'est le seul document qui nous est donné aujourd'hui quand on veut savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce sujet de la retraite. Voilà, l'histoire nous montre, en tout cas notre expérience nous montre qu'aujourd'hui, ce document est pas fiable. On va y revenir un peu plus en détail. L'idée de Cali Retraite, ça a été de dire, au lieu de travailler à partir d'un document dont la fiabilité laisse à désirer, on a construit un outil qui nous permet de reconstituer l'intégralité des droits de nos clients à partir de leurs documents de carrière. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Les documents de carrière, c'est quoi? Ça va être du bulletin de salaire, ça va être des indemnités journalières. Donc tu es en train de dire à tous nos auditeurs qu'il faut garder tous leurs bulletins de salaire depuis le début? Alors, et pas que. Et pas que depuis le début? Et pas que les bulletins de salaire. Non, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que effectivement, la preuve ultime, c'est le document de carrière. On peut aller réclamer ce qu'on veut aux caisses de retraite si on ne sait pas lui prouver qu'il y a eu une erreur dans l'enregistrement des droits. Donc la charge de la preuve preuve au contribuable, absolument, à l'assuré. Ouais. En fait, il faut bien se mettre une chose en tête, c'est que le seul responsable de sa retraite, c'est l'assuré. C'est pas son employeur, c'est pas son expert comptable, c'est pas son CGP, c'est l'individu qui est seul responsable. Alors, comme on est seul responsable, l'intérêt, c'est de préserver au maximum de preuves pour pouvoir aller justifier de son bon droit au moment où on a besoin de le justifier. Alors, effectivement, je faisais un peu une liste à l'après-vert, mais c'est les bulletins de salaire, c'est les indemnités journalières, c'est les attestations France Travail, UNEDIC, Pôle emploi, ACEDIC, on les appelle comme on veut, suivant l'historique et l'ancienneté de nos clients. C'est également, quand on est travailleur non salarié, les déclarations sociales des indépendants, les notifications URSSAF, ça va être les bilans éventuellement. Donc c'est tout ce qui, à un moment donné, a donné lieu à cotisation. Et puis, ça peut être aussi des allocations familiales. Aujourd'hui, on a des droits qui sont générés par l'allocation des vieillesses, l'AVPF, l'allocation vieillesse des parents au foyer. En fait, c'est si on justifie de cotisations, d'allocations qui ont été données, on peut générer des droits dans certains cas. Donc, oui, effectivement, il faut tout garder. Alors, comment on fonctionne de manière très pragmatique? On collecte ces documents. Parfois, on a de la chance et nos clients sont avisés, ont déjà tout scanné et nous envoient un lien ou nous donnent une clé USB. Ça, c'est le client rêvé. Il y en a beaucoup comme ça? Il y en a peu. Non, en règle générale, on va récupérer un carton d'archives, un sac d'une marque de distribution alimentaire dans laquelle on a collecté l'ensemble des documents et on a compilé ça. Ça traîne en général au mieux dans un placard, au pire dans une cave ou dans un grenier. Donc on collecte cette information, ces informations-là. On va les scanner pièce par pièce. C'est déjà un gros travail. C'est clair. Le bureau d'études, à partir du moment où on a tout scanné, ça vient alimenter effectivement notre outil. Et le bureau d'études, à travers une personne qui est le gestionnaire va lui extraire ces documents et calculer, c'est les personnes qui sont romans, et calculer l'intégralité des droits, pièce par pièce, mois par mois, année par année.
Une fois qu'il a fait ce gros travail d'archéologie, comme tu l'appelles, on prend le relevé de carrière, on le met en miroir et on vérifie Et là, s'il y a des écarts. patatras, c'est le drame. Ou pas? Alors si c'est non, parce que si vous êtes passé par Cali Retraite, c'est pas le drame, c'est la solution. Exact, oui, certes. Ah, c'est pas mal. Non, mais c'est effectivement le moment où on va pouvoir vérifier si les droits sont enregistrés correctement Eh oui. ou pas. Oui, parce que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Le risque, c'est juste en fait, un état à un instant T de ce qui est connu des caisses. Point. C'est rien d'autre. Point. Okay. Non, c'est que ça. Dans la mesure où nous avons recalculé l'intégralité des droits, nous sommes à même de dire si on détecte une erreur. Sur cette année-là, sur ce mois-là, nous ne sommes pas OK sur le calcul des points de la complémentaire. Okay. Et nous sommes en mesure, du coup, d'alerter la caisse de retraite en disant merci de corriger le calcul des points pour ce mois-là. Et si on le fait à travers un courrier et l'apport de la preuve documentaire qui va permettre à la caisse de retraite de faire le travail. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, le risque n'est pas fiable. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Et que l'un de vos premiers travaux, c'est d'apporter la preuve qu'il n'est pas fiable pour que ça soit mis à jour. Exactement. Sous combien de temps c'est mis à jour? En moyenne? Alors, oui, c'est très long. Après, on sait que 6 mois, 12 ans. Non, mais ça dépend de l'âge auquel on le demande. Ça peut être rapide quand on est sur de la fin de carrière, à partir de 55, 60 ans, on va dire que ça va aller plus vite. 55 ans, c'est le moment où il commence à le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'envoie pas avant, parce qu'après, avec le suivi, on va pouvoir, dans notre mission de suivi, on va pouvoir s'assurer que ces demandes de vérification ont bien été enregistrées. Et donc, on relancera les caisses également pour s'assurer que ces demandes de suivi sont bien enregistrées. Alors, je veux faire peur à personne, mais aujourd'hui, on fait environ 1 millier de dossiers annuels. C'est 84% des dossiers qui sont soumis à correction. Ok. Ah oui, donc c'est énorme. Et 8 sur 10. Oui, c'est 8 sur 10. Moi, j'avais la data de la Cour des comptes qui nous disait que, déjà à l'époque, en 2020, et tu m'as conforté tout à l'heure que cette data est déjà dépassée, et malheureusement, ça va pas dans le bon sens. En 2020, on était déjà un dossier sur 6 qui comportait des erreurs. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est 1 sur 5. Ouais, statistiquement, pour la Cour des comptes. Alors, pour la Cour des comptes, c'est un dossier sur 5, c'est une retraite sur 5 qui est liquidée avec des erreurs. Je reviens à ce que je vous disais dès le départ, c'est le flux financier qui m'intéresse au moment où je fais valoir mes droits, j'ai une chance sur 5 qu'il soit faux. Ça vaut le coup de creuser 2 minutes. Ça vaut le coup de creuser 2 minutes. Premier point. Alors, la Cour des comptes, quand elle dit ça, elle s'intéresse à la CNAV, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Régime classique. Régime classique. Il reste 41 autres régimes. On travaille, nous, sur l'intégralité des régimes. On travaille sur les carrières internationales. Et ça, quels sont les enjeux si j'ai travaillé sous contrat étranger pendant une période de ma vie. Ça, c'est des choses que l'on va prendre en compte. Le handicap, l'invalidité, l'incapacité de travail, c'est des choses que l'on prendra en compte aussi. Donc notre métier, il est réellement on va dire extrêmement large sur la prise en compte, ou en tout cas, c'est une prise en compte intégrale des droits qui ont été acquis au cours de la carrière. Donc ça, c'est la première partie du boulot. Pour répondre à ta question sur la méthodologie. Une fois que mon gestionnaire a fait, ce travail, il y a une autre personne qui a un autre rôle au bureau d'études, qui est l'expert, qui lui va faire les calculs, les projections, va refaire le lien avec le commercial et le client pour savoir si ce que nous avons remonté comme enjeu en début de mission est toujours d'actualité. Il faut savoir que les missions que l'on fait, elles durent entre 6 et 9 mois en moyenne. Donc ce sont des missions longues. Donc, on parlait tout à l'heure d'être dynamique et actualisé, exactement. Si on veut parler en heures de travail, le bureau d'études, c'est aux alentours de 60 heures de travail sur un dossier. Une carrière, il faut bien se dire que 12 mois de salaire pendant 40 ans, ça fait déjà 500 documents. C'est sûr. Donc ça va assez vite. On traite une masse documentaire assez considérable. Mais l'idée, c'est qu'une fois que l'expert, lui, va prendre en main le dossier, il va pouvoir imaginer
des scénarios, des hypothèses pour répondre à la problématique et à l'enjeu de notre client. Et ensuite, nous, une fois que ce travail est réalisé, les conseillers commerciaux en région vont faire la restitution auprès de leurs clients de du bilan et des enjeux qui ont été identifiés. Très souvent avec un binôme avec le CGP apporteur, c'est le cas dans les dossiers que tu nous confies, parce que c'est important qu'à un moment donné, on puisse avoir tous le même discours et identifier aussi des opportunités quand on parle de ce sujet-là au moment de la restitution. Un dossier sur 5 au niveau global, sur la caisse de base, entre guillemets, la CNAV. Chez vous, tu nous disais tout à l'heure, c'est à peu près 84% des dossiers avec un risque qui comporte des erreurs. Donc ça augmente très significativement. Mais après, je pense que les gens qui viennent vous voir, c'est que déjà à la base, ils savent qu'il y a quelque chose qui est un peu moins... Ce qui peut expliquer. Mais concrètement, c'est quoi le record ? C'est quoi le record notre record, alors c'est assez amusant parce qu'en général, les gens, et c'est un peu le réflexe, c'est de se dire oui, mais moi j'ai une carrière classique, je ne suis pas concerné. C'est ce qu'on entend. Hein. Le record, il est justement sur un client qui a été mono-employé dans sa vie. C'est des choses qui arrivent peu. Mais c'est quelqu'un qui a eu un seul employeur tout au long de sa vie. Cet employeur, c'était un fabricant de centrales nucléaires, Areva. Et en fait, lui, il a une carrière où il est rentré dans cette entreprise. Il n'était pas cadre. À un moment donné, il est passé cadre. Et quand il a voulu faire valoir ses droits à la retraite, il s'est dit, tiens, je ne suis pas certain que le montant... Enfin, je suis surpris du montant qui m'est annoncé. Donc, il a essayé de trouver d'où pouvait venir son inquiétude. Et quand on a pris le bilan en main, on s'est rendu compte assez rapidement, après avoir étudié l'ensemble des documents, qu'en fait, il a cotisé toute sa vie correctement. Ses bulletins de salaire étaient nickel. Il a payé ce qu'il fallait, son employeur a payé ce qu'il fallait, donc tout était propre, c'était bien. Sauf que sur sa complémentaire de salarié à l'Agirc Carco, il y a un moment donné, l'enregistrement de passage à cadre n'avait pas été effectué. Donc le montant qui a été corrigé pour le coup, alors c'est assez affolant, mais c'était un peu plus de 10 000 euros, c'est 10 600 euros annuels de pension qui manquaient. Ah ouais. Quand on sait qu'une espérance de vie à la retraite, elle est quoi, 22, 23, 23. Ça fait 230 000 euros gagnés. Enfin, gagnés. Oui, non, mais c'est fou. Après, là, on avait des chiffres à jour. Là, cette semaine, on était à peu près sur... c'est plus de 40% des dossiers où on a plus de 500 euros d'écart annuel sur le montant de la pension. 500 euros d'écart annuel, oui, mais c'est 50 euros ou un peu plus de 40 euros par mois. Alors sur des grosses pensions, on peut comprendre que ça n'a pas d'effet significatif, si ce n'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose auquel j'ai droit. Et c'est une histoire de principe. C'est mon argent. On a cotisé. Donc on a cotisé. Après, l'enjeu économique est peut-être un petit peu moins important. Néanmoins, quand on le rapporte effectivement à l'espérance de vie, 500 euros, ça commence à faire beaucoup d'argent. Ouais. Ok, donc effectivement, le risque, pas toujours fiable. Alors, c'est pas fiable, et surtout, ce qui est important à voir, c'est la façon dont on utilise cette information. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, quand ils ont reçu leur relevé de carrière, comment ils l'ont regardé, le temps qu'ils y ont consacré. Mais je serais surpris que ce soit plus de 10 minutes, en fait. Parce qu'on va prendre le relevé, on va s'assurer que, oui, il y a toute la carrière qui est retracée, c'est sympa. On se dit, tiens, oui, ils n'ont pas oublié que j'avais fait un stage ou que j'avais été employé. On regarde les premières années parce qu'il y a un peu de trou souvent dans la raquette. On regarde là où c'est arrêté, puis le reste du temps, on fait un passage rapide. On fait un passage rapide. Alors, celui qui commence à regarder la réalité des montants de rémunération, c'est qu'il est déjà dans une approche un peu plus technique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vérifiable, effectivement. Et après, il y a les points.
Et les points, c'est un peu Les points compliqué. des régimes complémentaires. Des régimes complémentaires, c'est de se dire pourquoi j'ai 148 points en 1997 et pas 149 ou 153. On ne sait pas. Personne ne peut la répondre. Donc, si vous. ouais, c'est nous. Et du coup, 90% des erreurs ne sont pas visibles à l'œil nu. Dans ce qu'on corrige, ce n'est pas quelque chose que l'on peut corriger avec un simple regard, même très attentif, même très éclairé sur le relevé. Ok. Donc 90% des erreurs sont plutôt invisibles et des spécialistes comme vous doivent les trouver. Il y a des erreurs qui sont visibles sur lesquelles des auditeurs peuvent se dire ok, imagine, je prends mon relevé de carrière, je regarde là, tac, 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 t'as un ou deux petits tips, deux, trois petits trucs un peu visibles. Le plus évident, c'est quoi pour les hommes qui ont un certain âge, un peu plus de 50 ans, c'est le service national. Oui. Le service national est générateur de droits. Il est très fréquent qu'il n'apparaisse pas sur les relevés. Deuxième chose, c'est les périodes de maternité et les droits liés à la maternité qui n'apparaissent pas, c'est plus de 90% des cas, où on va pas avoir ces informations-là. Et je ne vous parle pas de différents droits. On a parlé tout à l'heure de l'allocation vieillesse des parents au foyer. Typiquement, c'est des choses qui n'apparaissent jamais. Donc, il y a quelques éléments qui sont identifiables, mais qui restent périphériques par rapport à tout ce qu'on va pouvoir aller chercher. Ok. Donc tout à l'heure, on disait effectivement des mécanismes un peu légaux. On a parlé en introduction un petit peu de surcote, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quoi les mécanismes légaux pour toi ? Qu'est-ce qu'on peut, sur quoi vous travaillez dans la démarche entre guillemets conseil, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer, puisque vous ne proposez pas de solution patrimoniale entre guillemets comme nous on le fait. Sur quoi vous allez chercher, sur quoi vous pouvez développer la future retraite ? Je reviens à l'enjeu. C'est quel est l'enjeu de mon client ? Quel est aujourd'hui son objectif au moment où il va faire valoir ses droits ? Première chose, c'est est-ce que cette date et cet âge légal de 64 ans, il est figé ou est-ce qu'il peut être décalé en amont ou en aval ? Ok. Première chose, ce qu'on va identifier, c'est est-ce que certains dispositifs, et un dispositif, le premier qui vient à l'esprit, c'est carrière longue. C'est un dispositif qui permet à des gens qui ont cotisé beaucoup tôt, 5 trimestres avant un certain passage, 16, 18, 20 ou 21 ans, de partir un peu plus tôt, de faire valoir leurs droits à la retraite un peu plus tôt. Okay. Pour autant qu'ils aient suffisamment de trimestres à leur compteur. Donc on va regarder déjà si cette possibilité existe pour quelqu'un qui souhaiterait faire valoir ses droits plus tôt ou qui a la possibilité de faire valoir ses droits plus tôt. Il peut y avoir également, à l'inverse, l'idée de dire « Ok, je peux faire valoir mes droits à la retraite le 1er août 2025, mais est-ce que c'est cohérent de le faire le 1er août 2025 ? Et quel serait peut-être l'intérêt de le décaler au 1er octobre ou au 1er décembre ? Est-ce qu'il y a un intérêt économique à le faire ou pas ? Il faut bien se dire une chose, c'est que notre méthodologie de restitution, elle est assez simple, c'est que chaque fois qu'on va avancer une date, on va mettre un montant en face. Donc, si on décale la date, on va se dire, ok, j'ai pas perçu de pension pendant 1, 2, 3, 4 mois pour avoir plus. Est-ce que ce plus va me permettre de rentabiliser ce que j'ai pas pris de récupérer ce que j'ai pas pris avant. Donc ça c'est les premiers, on va dire, la première chose, c'est identification du date et cumul emploi-retraite carrière longue qui sont assez classiques. Et après, en fonction de l'enjeu, effectivement, le cumul emploi-retraite, c'est de dire, ok, vous souhaitez céder votre entreprise, vous attendez une date de cession pour vous intéresser au sujet de la retraite. Vous vous dites que oui, je regarderai ça le jour où j'aurai trouvé un repreneur,
Mais si dommage, si on avait le droit de faire valoir ses droits avant, de ne pas l'avoir fait et de ne pas avoir continué son activité ou accompagner son repreneur sur la si on ne déclenche pas, c'est perdu. Tout ce qui n'est pas déclenché est perdu. Oui. Donc si on y a droit, autant en profiter. Oui. En règle générale, oui. C'est ça. Mais c'est pas encore une fois, c'est pas une vérité absolue, puisque c'est pas parce que j'ai atteint l'âge légal qu'il faut absolument que je prenne maintenant. Peut-être que c'est plus rentable d'attendre 3, 4 mois ou un an si ça me fait déclencher un montant de pension supérieur. Mais c'est qu'en faisant ces calculs-là qu'on pourra le savoir. J'ai l'habitude de dire que mon métier, c'est de permettre aux gens de faire des choix. Et ça n'est que ça. C'est de dire... oui, je peux prendre cette décision parce que je sais quel est l'impact économique que ça va avoir. Donc c'est que ça. Ce qui est super important parce qu'en fait, on entend toujours parler de la retraite, on en fait un absolu, mais en fait, personne ne sait de quoi on parle et personne ne sait de ce à quoi il a droit. Donc c'est ça qui est extraordinaire. L'absolu et ce que j'entends le plus, moi, quand je suis avec mes clients, leur première demande, c'est moi, je veux avoir le taux plein. Ah oui, super. Ouais. Tout à fait. Bah, nous, chez nous aussi, quand on a ces discussions-là, on est assez d'accord. Et tout le monde va avoir l'auto plein sans savoir forcément ce que ça veut dire. Et surtout, est-ce que c'est effectivement le point le plus important dans leur situation, dans leur vie, dans leur projet de vie d'ailleurs. Exactement. Plus particulièrement. Avant de discuter, parce que j'ai envie quand même qu'on aborde ce point des rachats de trimestres, savoir si vraiment c'est intéressant. Est-ce que tu peux, parce que c'est vrai, on en entend parler. Nous, on a des clients très vite, il faut racheter des trimestres. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui arrive beaucoup plus facilement en fait dans la conversation que la surcote ou le cumul emploi-retraite, clairement. Est-ce que tu peux nous cadrer un petit peu, puis après je te poserai la question de savoir si c'est intéressant en fait ou pas. Alors le rachat de trimestre, ça fait aussi partie des possibilités qui ont été retravaillées, on va dire, avec cette réforme, hein, puisqu'il y a une ouverture qui a été un peu plus importante sur ce dispositif-là. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, parce que j'ai fait des études supérieures un peu plus tard, arriver à un compteur de 172 trimestres à la sortie, c'est pas forcément évident à l'âge légal. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à aller chercher des trimestres qui pourraient venir compléter mon stock de trimestres à la sortie? Et est-ce que ces trimestres me donnent des droits soit sur le taux, mais aussi est-ce que ça peut me donner la possibilité de devenir éligible à carrière longue ou autre? Ah oui. Alors, oui, parce que c'est vrai qu'il y a ces impacts-là. Ouais, mais et quand on rentre dans le détail, on se rend compte que on peut racheter effectivement des trimestres. On peut en racheter pour les études, on peut en racheter pour certaines périodes de stage. On peut en racheter pour des années où on ne complète pas les 4 trimestres cotisés, où on a des trous. C'est quelques exemples, mais ils ne donnent pas tous les mêmes droits à la sortie. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on peut choisir les trimestres qu'on rachète? Alors, il faut qu'ils soient éligibles. On peut, effectivement, on peut choisir les trimestres qu'on rachète. Okay. Donc, on pourrait choisir de racheter des trimestres qui sont plus intéressants dans la retraite que d'autres qui sont moins intéressants. Alors, encore faut-il savoir si les trimestres que l'on a choisis sont éligibles au rachat ou pas. Oui. Premier point. Alors, d'ailleurs, c'est quoi Alors, tu me lances le sujet, je pose la question parce que pour nos auditeurs, quel trimestre on peut racheter? Alors, on parle des études supérieures. D'accord. Tout ce qui est diplômant. On parle de période d'apprentissage. D'accord. Également. Okay. C'est important, l'apprentissage. On parle également d'années pendant lesquelles, comme je le disais, il me manque un trimestre pour arriver à mes 4 trimestres cotisés. Il faut comprendre une chose, c'est que on sait une année, c'est 4 trimestres. Pour la retraite, on peut avoir plus de 4 trimestres cotisés sur une année. Il n'y en a que 4 qui seront retenus. Enfin, plus de 4 trimestres, il n'y en a que 4 qui seront retenus. Non, mais c'est un point ça important. Paraît logique. Ça paraît logique. mais c'est important de le souligner. Après, les trimestres, ça va avoir un impact sur le taux.
mais ça peut aussi avoir un impact sur la durée de cotisation. Donc, et encore une fois, c'est en faisant une étude précise que l'on va pouvoir identifier les trimestres intéressants à racheter. D'accord. Quel va être le montant de ce rachat ? Et oui, parce qu'en fonction du taux et de la durée, c'est pas le même coût. C'est pas le même coût. Il y a 2 options, c'est pas le même coût. Mais aussi en fonction de l'âge à laquelle on s'y intéresse. Bien sûr. Auquel on s'y intéresse, c'est pas du tout le même coût. Il y a des trimestres qui sont rachetables à prix un peu réduit avant un certain âge, 30 ou 40 ans pour certains, d'autres qui sont plus chers à la sortie. Donc plus on attend, et plus le rachat de trimestre va être onéreux. Okay. De l'intérêt d'anticiper et de s'intéresser à cette matière-là assez tôt, puisqu'on va avoir davantage de portes ouvertes, et notamment sur ce sujet de rachat de trimestre. Moi, j'ai eu la question, et je l'ai quand même assez souvent, de parents à la retraite, ou plutôt en fin de carrière, qui s'intéressent, ou qui s'inquiètent d'ailleurs, je devrais dire plus réellement, du rachat de trimestre de leurs enfants. Ouais. Alors oui, parfois ça peut être intéressant, mais en fait c'est compliqué, parce que la vie, on ne saura pas de quoi. En fait, c'est l'éternel sujet, parce que oui, tu es en train de me dire, plus on rachète tôt, entre guillemets, moins c'est cher, mieux c'est, mais au final, moins on a de visibilité sur sa vie. Exactement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on choisit ? Il y a ça. Alors, l'enjeu financier est moins important. Donc déjà, c'est sûr. Ça vient gommer un peu l'inquiétude. Est-ce que le système sera pérenne ? Est-ce que le nombre de trimestres va évoluer, et dans quel sens il va évoluer ? Est-ce que les règles vont changer ou pas ? Il y a peu de chances qu'il diminue pour nous. Voilà. Mais on ne sait pas de quoi va être faite la carrière. Donc, c'est effectivement intéressant de se poser la question. Ce que tu dis par rapport aux parents qui s'inquiètent pour les enfants, ça répond aussi à une préoccupation qui est la suivante, c'est que il y a un sondage qui a été effectué qui demande aux retraités qui viennent de faire valoir leurs droits à la retraite à quel âge ils auraient dû s'y intéresser et à quel âge ils s'y sont intéressés. C'est intéressant. La grande majorité va dire je m'y suis intéressé à partir de 55 ans. Ouais. Okay. Et quand on leur demande à quel âge ils auraient dû commencer à s'y intéresser, c'est 42 ans qui sort. Okay. 42 ans, c'est le moment où on se dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire qui va faire qu'à la sortie, j'aurai la possibilité d'optimiser cette. Alors nos clients, on essaye de plus en plus de rajeunir notre clientèle, justement pour pouvoir bénéficier du champ législatif, de pouvoir bénéficier de ces opportunités que l'on va avoir d'améliorer le montant de sa future pension, et plus on s'y prend tôt, et plus on a de possibilités. Et effectivement, plus on s'y prend juste l'année ou les 2 ans avant de faire valoir ses droits, et moins on va avoir de levier à actionner. C'est un peu exactement ce que c'est un peu comme chez nous, vous faites. Celui qui commence à s'inquiéter d'ouvrir un PER à 58 ans, ça va peut-être pas l'aider facilement, quoi. C'est ça. Ça c'est clair. C'est pour constituer 100 000 euros de capital. Si tu commences à 25 ans, il te faut 150 euros par mois. Si tu commences à 55 ans, il te faut 1200. C'est exactement le même réflexe. Et c'est vrai qu'il y a des petits trucs fourbes. Je sais pas si ça existe encore, mais avec la réforme des retraites, mais il y avait une date, je crois, pour arbitrer les parents sur les trimestres de majoration, qui était la 4e année de l'enfant. Enfin, il y a vraiment des micro trucs comme ça. Oui, alors il y en a un autre qui me vient à l'esprit là avec la réforme au 1er septembre, les trimestres de stage, si tu as moins de 30 ans, en fait, ils te coûtent genre 400 balles. Ouais. Et je trouve ça... En fait, ces infos-là, si tu les as pas, tu te dis, racheter des trimestres de stage à 12% du pass, enfin à 400 et des poussières euros, allez-y. Franchement, il faut y aller. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais ce que tu évoquais, c'est effectivement... La législation est ainsi faite que si on ne la creuse pas de manière extrêmement profonde, on peut passer à côté d'opportunités. Ce que tu évoques sur les enfants et les trimestres liés aux enfants, c'est la chose suivante, c'est qu'avec la réforme des retraites, aujourd'hui, on a la possibilité... Dans le régime de base, on est sur un enfant, ça génère 8 trimestres pour la maman.
OK ? 4 au titre de la maternité et 4 au titre de l'éducation. D'accord. Le législateur s'est dit, les 4 au titre de l'éducation, il paraîtrait normal qu'on puisse les partager. Si les deux personnes sont, les deux parents sont OK, s'ils ont bien pris conscience de l'enjeu que ça implique, et si... mais il y a une date à laquelle il faut le faire. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait avoir. Et cette date-là, en fait, on Super peut... fourbe. Alors, il faut remplir un CERFA, bien entendu, où on est OK tous les deux pour partager ces trimestres. Ça peut aller de 1 à 4 trimestres partagés sur cette partie-là. Oui, donc on peut faire 1-3, on peut faire 4-0 ou 2-2. On peut aménager comme on veut les trimestres d'éducation, encore faut-il sous réserve, de l'impact. Sous réserve qu'on le fasse dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Ah oui, c'est ça, c'est bien, tu confirmes. Donc, en fait, l'enfant est né, il faut se mettre un rappel. 4 ans et 6 mois. 4 ans et 6 mois après. Enfin, 4 ans. C'est dingue. Et ça, c'est vrai que... Bon, après, c'est pas grand-chose, mais c'est juste l'arbitrage de 2 trimestres ou 3 en fonction des parents. Enfin, c'est toujours un petit plus. Ça peut faire sens. C'est juste un CERFA à renvoyer, en fait. C'est un CERFA à renvoyer, effectivement. OK. Et alors, sur cette notion de rachat de trimestre, le bon timing pour se poser la question, selon toi? C'est difficile à dire. Alors, on met de côté l'incertitude liée à l'évolution de la législation, etc. Mais c'est pas incohérent avant 40 ans de s'y intéresser. C'est pas incohérent avant 40 ans de se dire tiens, est-ce que j'ai l'opportunité d'acheter à prix réduit des trimestres, par exemple, pour études. Après 40 ans, ils vont me coûter beaucoup plus cher. Okay. Donc c'est avant 40 ans, il faut se poser la question. On peut se poser la question avant 40 ans, effectivement, parce qu'il y a une véritable réalité économique. Après, le rachat de trimestre, la question qui se pose, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est les clients se disent, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable? En fait, on travaille une matière qui est du sur-mesure. On fait que du sur-mesure à chaque cas. On va avoir une réponse différente. Donc il n'y a pas d'absolu, en fait. Il n'y a pas d'absolu. Ce que l'on note toutefois, c'est que dans la très grande majorité, il y a peu d'intérêt à racheter du trimestre, sauf, et je suis plein de nuances quand je dis ça, parce que... j'entends. Non, mais on essaye de généraliser, mais c'est très difficile. On est confronté souvent à des cas pour lesquels le rachat de trimestre va permettre de générer des droits qui seront beaucoup plus importants. Je prends un exemple de trimestre d'apprentissage qui permettent de rentrer dans le calcul de la carrière longue. Oui. Quelqu'un qui va gagner 2 ans sur son départ, sur le moment où il va faire valoir ses droits à la retraite, avec 2 000 € de pension, 2 ans, c'est 48 000 € qu'il n'aurait pas touché. Donc, la réalité, là, sera différente de quelqu'un qui ne rentre pas sur des rachats de trimestres qui ne vont pas rentrer dans ce cadre-là. Mais dans tous les cas, ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est que nous allons faire, nous, les simulations. On va regarder quel est le coût du rachat, quel est le coût réel après déduction fiscale. Oui, parce qu'il y a quand même... Il y a un vrai intérêt, en tout cas, il y a un vrai accompagnement fiscal. Quel est le coût donc réel du rachat, et surtout, quel est l'impact sur le montant de la pension et en combien de mois ou d'années on va pouvoir rentabiliser cet investissement. C'est un investissement. C'est un investissement, oui, tout à fait. On a un client commun pour lequel l'investissement a été extrêmement profitable, puisque lui, en pas tout à fait 5 ans, il rentabilisait largement son rachat de 8 trimestres. Ouais. Donc 5 ans de retraite pour rentabiliser son décaissement entre guillemets, à l'entrée. Parce que le reste de sa pension viendra largement gommer les 5 ans
Je pourrais pousser le truc en disant à condition de vivre plus longtemps que 5 ans après le départ à la retraite. Mais oui, bien sûr, dans l'absolu, c'est que ça, en fait. C'est que de la donnée statistique après de prolongement. Sur l'espérance de vie, oui, ça sera valable. Alors, c'est vrai que... C'est parce qu'on a plein de profils différents, nous, dans nos clients. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en considération. On fonde tout, effectivement. Les calculs, en tout cas, sont fondés sur des tables statistiques INSEE. C'est quelle est l'espérance de vie au moment où je fais valoir mes droits à la retraite et quelle sera l'incidence de tel choix par rapport à mon espérance de vie. Une petite précision sur l'aspect déductibilité fiscale. On peut racheter combien de trimestres maximum ? 12. 12, ok. Parce que effectivement, c'est déductible du revenu imposable. Donc ça, c'est quand même intéressant en fonction de la tranche marginale. En fait, il y a aussi cet aspect-là. Plus on a une TMI, donc tranche marginale à l'impôt sur le revenu, qui est importante, plus, entre guillemets, la rentabilité fiscale sera importante. Quand on est à 41 à 45, si vous versez 10 000, ça vous fait 4 100 euros d'économie, ou 4 500, pardon, à 45%. Donc c'est quand même super cool. Oui, c'est très bien. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le rachat de trimestre sur des grosses pensions est plus intéressant. Et en plus, c'est pas pris en compte dans le plafonnement de niche fiscale. Donc, on voit que le législateur quand même a voulu mettre l'accent un petit peu là-dessus. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, comment on peut être accompagné quand on se pose des problématiques sur retraite ? Alors, option numéro 1, vous vous débrouillez tout seul, vous allez voir votre caisse de retraite, puis alors là, bon courage, parce que je pense qu'il ne se passe pas grand-chose. En fait, il faut bien se dire une chose, c'est que les caisses de retraite, et de plus en plus, ne sont pas là pour vous donner du conseil. C'est exactement la même chose que si vous alliez voir le service des impôts, la trésorerie, en disant, écoutez, voilà, est-ce que vous pouvez me dire comment je peux faire en sorte de moins payer d'impôts ? Ça vaudrait le coup de le tenter. Je pense qu'il ne se passe pas grand-chose. On est à peu près sur les mêmes choses. C'est sûr. C'est-à-dire que la caisse de retraite n'est pas là pour donner des conseils. Elle n'est pas équipée pour, elle n'est pas formée pour, et surtout, elle n'a pas la capacité technique à le faire. Okay. Donc, il ne se passera rien. Donc, il ne se passera rien. Ok. Parce qu'après, c'est vrai que tout à l'heure, on se disait que nous, on est très parallèles par rapport à la démarche de travail, en fait, même le bilan, le suivi dans le temps, etc. On est très parallèles aussi, et on se comprend bien sur la démarche conseil. Après, effectivement, il y a quand même beaucoup d'intervenants qui, entre guillemets, alors, ça m'engage un peu, mais parce que le sujet retraite est un peu bankable, entre guillemets, se positionne dessus en disant... On va parler de la retraite et après, pour moi, on parle de la retraite, on fait une vague estimation parce qu'on sait qu'il y a des outils. Tout à l'heure, tu parlais de Factoriel. Factoriel, on le connaît, nous, c'est un très bon outil. C'est l'un des outils les plus précis sur le marché. Donc ça, c'est très cool que vous travaillez avec, mais c'est vraiment top. Mais derrière, il y a plein d'acteurs qui, sous prétexte de faire un bilan retraite, vont donner 3 pauvres chiffres en fait, qui vont être juste une reprise du risque un peu projeté, du relevé de situation un peu projeté pour derrière vendre des solutions. Et ça, on est d'accord. Bon, ça c'est le premier niveau. Ensuite, pour moi, il y a un deuxième niveau qui vont être des boîtes un peu plus spécialisées peut-être, mais qui vont être là vraiment pour faire conscientiser. Les experts comptables, des organismes indépendants peuvent être aussi dans cette approche-là, etc. Et après, il y a vous, en fait, vraiment le troisième niveau, qui est vraiment le niveau de conseil le plus global sur cette dynamique-là. En fait, c'est tout le sens aujourd'hui du rachat de Factoriel, c'est de pouvoir donner à certains interlocuteurs qui souhaitent développer cette matière, d'avoir un premier niveau d'expertise sur la retraite, et derrière de pouvoir amener une réflexion et en tout cas une étude avec beaucoup plus de profondeur à travers Cali Retraite et beaucoup plus de précision. Je reviens sur la façon de faire, mais nous sommes aujourd'hui les seuls à être en mesure de travailler à partir des documents de carrière du client et non pas à partir du relevé de carrière. Et c'est la grosse différenciation qu'il peut y avoir. Alors quand on est au stade de se dire « je veux avoir une vision très très large de ce qui va m'arriver », ok, si je veux avoir des certitudes et bâtir une stratégie patrimoniale à partir d'une base certaine, c'est important de venir nous rendre. Mais je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, qui, selon toi, entre guillemets, peut fournir, à part vous, ce que tu disais à l'instant, mais allez, on va dire une deuxième niveau de parce que vous avez des concurrents. Oui, j'ai des concurrents. Il y a d'autres concurrents. Il y en a qui font beaucoup plus de marketing, entre guillemets, qui se mettent vraiment sur l'approche web. Je ne les citerai pas, mais on le sait, on les voit. Ils travaillent même avec
assureurs, des gros assureurs, enfin, il y a cette dynamique-là. Vous êtes beaucoup plus, en fait, dans l'ultra-personnalisation, un peu la confidentialité. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on est entré un peu en relation. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire du généraliste dans ce métier-là. D'accord. Alors, on peut avoir une approche généraliste, mais si on veut rendre un service précis à nos clients, il faut faire du sur-mesure. Bien sûr. Et le sur-mesure ne passe que par l'historique du client. Donc je peux inventer tout ce que je veux. On a les solutions logicielles fonctionnent, et certaines des concurrents de Factorial ont des solutions logicielles qui fonctionnent bien. Néanmoins, si on veut avoir la précision, la fiabilité, l'assurance sur les chiffres que l'on va pouvoir énoncer et sur les stratégies, je ne pense pas qu'on ait du grand monde qui vienne nous challenger. Donc ça, vous faites beaucoup de formations, je crois. Hein. On fait beaucoup de formations et d'informations auprès des institutions. Aujourd'hui, moi, je suis sidéré quand je rencontre des clients qui me disent « Mais pourquoi la Fédération française du bâtiment ne m'a pas dit que je courais ce risque-là ou m'a pas informé sur le risque de déclencher mes droits beaucoup trop tard dans mon parcours ? Pourquoi la Chambre des métiers et de l'artisanat ne fait pas plus d'informations ?» Alors, on est présent, plus ou moins, alors, suivant les régions, les antériorités aussi d'implantation. Hein. On fait beaucoup d'informations auprès des institutionnels, des syndicats professionnels, du MEDEF, de la CPME, de différents interlocuteurs. L'idée, c'est toujours un peu d'aller évangéliser, entre guillemets, sur ce sujet. Je reviens à ce que je disais au départ. L'enjeu financier est important. L'information donnée est extrêmement opaque. Le sujet est anxiogène et on a tendance à le mettre sous le tapis. On est là pour dire il faut s'y intéresser et on est là pour vous accompagner. Ça m'a fait penser à un truc à l'instant, là, ce que tu disais. Parce que, en ce moment, on est vraiment quand même dans tout un contexte fiscal qui est assez prenant. Et je lisais un article l'autre jour qui disait que si effectivement on savait à quoi servait l'impôt, on aurait beaucoup plus de facilité à le payer. Voilà. Et on serait un peu moins vent debout. Je pense que c'est un peu pareil, en fait, pour les cotisations retraite, en fait. Alors, on sait à quoi ça sert, parce qu'au final, par répartition, ça paye les retraites des retraités d'aujourd'hui. Quand on pose la question à une assemblée de dire est-ce que vous savez quel est le taux de cotisation ou la part de votre salaire qui part vers les caisses de retraite, les gens en général vont te répondre, je ne sais pas, 8, 10%, 5%. Pas plus. Parce que tout le monde sait plus ou moins qu'il y a une différence entre son salaire. Mais en fait, ça se passe. Il y a la maladie dedans, il y a plein de choses. Et du coup, ils ont du mal à distinguer le montant. Moi, quand j'annonce entre 25 et 28%, les gens sont surpris. Ils n'ont pas conscience de l'enjeu que ça représente. C'est sûr que ça serait, c'est quand même énorme. Après, voilà, moi, mon ADN entre guillemets de financier ferait que tu mets 25% de ton salaire sur autre chose. Voilà. D'accord. Mais ça fait aussi partie de notre démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va rendre un bilan à un client et qu'on va lui expliquer que aujourd'hui, ce qu'il fait en termes de cotisation, l'effort qu'il fait en termes de cotisation, parce qu'il se sert le salaire de telle ou telle façon, ça ne servira à rien dans l'amélioration de sa future pension, ou qui jette l'argent par les fenêtres, on va être simple. Mais l'idée, c'est de lui dire, cet argent-là, il y a sans doute d'autres possibilités. Prenez-le pour faire autre chose, à titre perso, sur de la capitalisation, etc. Ça, c'est plutôt valable pour le chef d'entreprise. Plutôt pour les TNS. Le salarié, malheureusement, il n'a pas trop d'optimisation. Alors, le salarié, lui, il n'a pas la possibilité de se dire, ce mois-ci, je vais prendre du dividende, et puis le mois prochain, je vais prendre du salaire. D'ailleurs, je me rappelle, on se posait pas mal la question au moment, entre cadre et non-cadre. Il y a une vraie différence pour la partie retraite. Oui, il y a une vraie différence. Mais sur des grosses rémunérations. Sur des grosses rémunérations, mais après, c'est toujours pareil. À partir du moment où c'est un peu comme quand on fait le parallèle entre le TNS et le président de SAS, le dirigeant salarié. Si je paye des cotisations importantes, j'ai effectivement plus de chances d'avoir un montant de pension supérieur à la sortie. Donc oui, il y a un écart. Okay. Juste un point particulier, puisque je parlais, on parlait là d'un côté de TNS, de salariés ou assimilés salariés de l'autre côté.
Aujourd'hui, nous, on intervient sur les 2 niveaux, en fait. Et on va dire que notre champ notre terrain de jeu est assez grand. Il y a 800 000 départs en retraite tous les ans. Le marché, 800 000. Ah oui. Le marché est assez important. Mais ça veut dire que on sait aujourd'hui, à la fois sur du professionnel et du particulier, adapter et traiter les deux problématiques. Un point important, Cali Retraite est une société aussi de service à la personne. On fait de l'assistance administrative à domicile. C'est intéressant de souligner. Donc ça veut dire que pour les clients salariés, une partie importante de la prestation est éligible à du crédit d'impôt, à hauteur de 50%. Sur l'emploi, sur salarié à domicile, comme entre les femmes de ménage, le jardinier. Exactement. On parle de ça. Hein. On parle de ça. C'est un bon point. C'est de l'assistance administrative à domicile. Ok. Alors du coup, tu m'amènes sur une question quand même, tu veux me voir revenir, mais le coût de la prestation, quelle est retraite? Alors le coût de la prestation, il dépend de la profondeur de l'étude. On va dire que ça démarre sur... tout à l'heure, je t'expliquais qu'on pouvait travailler sur une première partie stratégie à partir des trimestres et de pouvoir comme ça identifier une date de départ et mettre en place des stratégies par rapport à cette date-là, sans travailler sur toute la partie complémentaire et revenus. On va être sur des bilans qui seront entre 2000 et aux alentours de 2000 euros pour les premiers prix. 2500 euros en moyenne, suivant les complexités. Déductible à 50%. Du coup. Alors pas sur l'intégralité, typiquement sur cette prestation-là. 500 euros sont fixes, c'est le travail du bureau d'études, le travail de calcul, le travail d'optimisation. Toute cette partie-là reste fixe. De collecte des informations, d'analyse. Toute la partie, on a 2000 euros qui vont être éligibles au crédit d'impôt. Si je donc ça veut dire qu'on peut avoir un ticket d'entrée aux alentours de 1500 euros une fois le crédit d'impôt déduit. Juste tout à l'heure, tu nous disais que pour les salariés, pourquoi pas pour les chefs d'entreprise? Alors les chefs d'entreprise, c'est on délivre du conseil, sur la structure, très souvent ça passe effectivement sur la structure. Un seul bémol sur ça, c'est au moment de la liquidation des droits à la retraite, qui est une action personnelle qui doit être déclenchée à titre perso normalement. Voilà. Donc un premier niveau à 2000-2500 euros. 2000-2500, et si on fait un bilan complet avec une reconstitution intégrale de la carrière, donc là on va partir sur des hypothèses certaines en termes de montant de pension. On va aller chercher si les points ont été calculés correctement, est-ce que c'est le bon niveau de montant de cotisation qui a été retenu par la caisse ou pas. Donc on va rentrer vraiment dans le détail là, de l'analyse. Là on sera sur une prestation aux alentours de 4000, 4500 euros. Mais sur 4000, et là la partie non déductible elle est d'à peu près 1000 euros et tout le reste est déductible. Donc on reste extrêmement attractif. L'idée c'est de se dire on n'est pas là pour faire en sorte que sur la partie rattrapage, l'idée, c'est pas de dire faire gagner de l'argent, c'est rétablir des droits. C'est s'assurer que les droits sont bien enregistrés. En revanche, sur la partie stratégie, à tous les coups, on gagne. Ok, ça c'est clair. Et alors, sur ces bilans un peu plus complets, entre guillemets, l'abonnement, c'est quoi? C'est un abonnement que vous maintenez? C'est des honoraires, entre guillemets, c'est une prestation annuelle, un abonnement? C'est tous les ans, vous rappelez les clients juste pour mettre à jour et c'est compris dans le tarif initial? Alors après, effectivement, une fois qu'on a fait le bilan, on a une prestation de suivi. Qui s'appelle Cali Suivi chez nous. Et cette prestation de suivi, c'est un abonnement mensuel. Ça coûte 34,90 € par mois. Ah oui, c'est ça. Très bien. Ça permet tous les ans de récolter, de continuer à consolider le passif. Et également, comme je te le disais tout à l'heure, de rechallenger les différents scénarios qu'on a pu mettre en place pour vérifier s'ils sont toujours d'actualité ou pas. C'est une meilleure rentabilité qu'un abonnement Netflix. On dit ça. Ok. Merci Thierry pour ces précisions. Oui, après, quand on voit effectivement tout ce que vous allez chercher, c'est un investissement, c'est pas une charge. C'est vraiment ce positionnement-là qu'il faut avoir à l'œil, à l'esprit. Alors, c'est effectivement un investissement et c'est surtout, se payer je paye pour une tranquillité. Je paye pour avoir des certitudes. Je paye pour pouvoir, à un moment donné, me dire j'ai raison de prendre telle option ou de prendre telle autre option.
on arrête de jouer avec ce que j'appelle la boussole nasale, le pifomètre. On parle, on essaie, enfin en tout cas, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on rend concret cette matière-là, qui encore une fois est toujours... Moi je suis effaré de rencontrer des pseudo-professionnels de l'accompagnement patrimonial qui disent en entrée de matière ouais, la retraite obligatoire, vous y comptez pas dessus, moi je vais vous apprendre à faire mieux, quoi, à faire votre retraite tout seul. Ben non, ça existe. Il faut le prendre en compte. Ça existe, je cotise. À un moment donné, la moindre des choses, c'est que mes droits soient respectés. On fait en sorte que les droits soient respectés. Je suis bien d'accord. Quand tu dis ça juste comme ça, mais c'est quoi votre niveau d'engagement derrière quand vous établissez, entre guillemets, c'est quoi votre responsabilité sur les chiffres? Vous êtes soumis à une obligation de résultat, une obligation de moyens? Parce que typiquement, nous c'est pareil, on est soumis à une obligation de moyens, on n'est pas soumis à une obligation de résultat. On n'est pas dans une profession réglementée comme vous pouvez l'être, mais effectivement, c'est une obligation de moyens plus que de résultats. Néanmoins, il faut savoir que quand on accompagne notre client jusqu'au bout, ça veut dire qu'on va l'aider et se substituer à lui dans la relation avec la caisse de retraite au moment où il va liquider ses droits. Et oui. D'accord ? C'est ça. Et ça, c'est tout aussi important que tout le reste. C'est la dernière partie du boulot. Effectivement, quand on fait cette mission-là, ça veut dire qu'en amont, on a calculé les droits, la réalité des droits, qu'on a fait corriger une certaine partie de droits. D'accord. On s'engage sur le bilan sur ce dont on est sûr, c'est-à-dire qu'on a la preuve documentaire et qu'on sait que cette preuve documentaire va être prise en compte par la caisse de retraite. Donc au moment où on demande à la caisse de retraite la liquidation des droits pour notre client, on va répondre à la place du client au questionnaire que va envoyer la caisse. On va répondre aux périodes lacunaires, aux différentes questions qui sont posées. Et surtout, on va valider la notification de la caisse de retraite. Je ne sais pas si tu sais comment fonctionne le système français. Au moment où on liquide ses droits à la retraite, c'est assez formidable. On a vu qu'il y avait très peu d'informations, un relevé de carrière. Et en fait, les caisses de retraite, elles fonctionnent de la manière suivante. C'est que quand on liquide, elles envoient effectivement un questionnaire, donc on se débrouille pour répondre. On répond au questionnaire quand on peut répondre. Et ensuite, elles envoient une notification. Et là, on a 2 mois. Sinon... On a 2 mois pour dire je suis OK ou je suis pas OK. Je suis OK ou je suis pas OK sur ce futur flux financier dont on a parlé tout à l'heure. Mais quels sont les moyens que j'ai de contrôler que la notification qui m'est donnée, qui tient sur une page... Et puis 2 mois, c'est court, hein, quand même. Puis, en vrai. C'est court, et puis surtout, on parlait tout à l'heure des 138 points d'Agir Carco en 1997. Des 500 bulletins de salaire. D'aller vérifier ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand on accompagne notre client dans la liquidation de ses droits à la retraite, on va pouvoir, nous, contrôler la notification, s'assurer que le montant qui est proposé est OK ou pas OK. Demander à la caisse de vérifier ou de corriger ou de prendre en compte les éléments qui n'avaient pas été pris en compte. Sachant que le travail, vous l'avez déjà fait en amont. Sachant qu'on l'a déjà fait. Ça permet de répondre. Non, mais dans les 2 mois, ça nous permet d'être réactifs. Une fois ces 2 mois écoulés, les 2 mois, quand ils sont forclos, c'est définitif et on ne peut plus revenir en arrière. En tout cas, même sur un le régime de base. recours administratif. Alors, il existe une commission de recours amiable qu'on va saisir. Alors, dans notre fonctionnement, et on va dire dans 70% des cas, on va saisir la commission de recours amiable. D'accord. Pour pouvoir se donner le temps d'accompagner notre client. Ah, ça fige les délais ? Ouais, ça fige ce délai-là. Et en gros, la mission de liquidation, elle va durer dans le meilleur des cas 6 mois. Et très souvent, 1 an et demi ou voire 2 ans quand on n'est pas OK avec les caisses sur les montants qui sont annoncés. Donc, en termes d'engagement, ça veut dire aussi que si nous, on a calculé qu'on est dans le bon droit et on va aller faire respecter ce bon droit auprès des caisses de retraite. Là, tu vas au combat après, quoi, en gros. Moi, ça m'a amené à 2 questions là-dessus. Est-ce que ça arrive que vous ayez des clients qui vous contactent après avoir reçu la notification? Parce que là, on parle de en avant, il faut vous contacter relativement tôt, on fait pas mal de trucs, mais j'imagine quelqu'un un peu à l'arrache, qui s'est jamais posé la question parce que super actif dans sa vie, on voit commencer des fois avec certains clients, hop, il reçoit sa notif et là,
Ok. Parce que comment vous faites Alors, dans ces ça, cas-là on Alors a... déjà, si vous prenez ce genre de client, Oui, on prend. et après, Alors, comment vous agissez c'est toujours un petit peu... c'est toujours pareil. Hein, quand on fait les choses dans l'urgence, on les fait voilà, Différemment. un peu différemment, un peu plus tendu. C'est plus cher. Oui, Hein, oui, logique. on est Enfin, OK sur ce principe. Non, mais surtout, c'est que oui, il va falloir être hyper réactif et réagir sur une période extrêmement courte. Alors oui, on prend. D'accord. On saisira la commission de recours amiable Du coup, pour allonger les délais, arrêter ça. je me On doutais va un peu. travailler sur des missions. Je te disais tout à l'heure que les missions, elles faisaient entre 6 et 9 mois. Là, on va être sur une mission à moins de 3 mois. Et effectivement, on va affecter des ressources supplémentaires sur une période donnée pour répondre à la problématique du client. Là où ça devient plus touchy, c'est la fois où, si notre client nous appelle et que les 2 mois de la notification sont écoulés, on pourra intervenir sur la partie complémentaire, mais on ne pourra plus intervenir sur la caisse de base, sur le régime de base. Ok, bon, merci Thierry pour ces précisions. La deuxième question moi, que ça m'avait amené, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des caisses de retraite qui ne prenaient pas en considération vos demandes? Ça arrive, oui. Ah oui. Ça arrive, mais encore une fois, à partir du moment où on apporte la preuve ultime, un contrat de travail, un bulletin de salaire, c'est pas contestable. Oui, non, mais c'est sûr. J'ai que le contrat de travail ou j'ai que le bulletin de salaire, je prends le risque que, à un moment donné, ils disent oui, mais voilà. Mais peu importe, nous, on va s'assurer, et dans la démarche, tout à l'heure, on a balayé un peu le déroulé de la relation client et du traitement du client. Mais il faut bien se dire qu'une fois qu'on a compilé l'ensemble des documents et qu'on les a retraités, on va aller insister auprès du client pour lui dire, écoutez, sur cette période-là, il y a peut-être un enjeu, et ça serait bien si vous alliez creuser ou si vous faisiez des recherches supplémentaires pour aller nous donner des informations, parce que là, il y a un vrai enjeu. Mais on n'ira jamais se mouiller et on ne tiendra pas compte dans notre bilan de choses et de fragilité, de choses qui ne sont pas certaines. Okay. On le note, on en informe le client, on dit sur ça, on demande une vérification à la caisse et pas une correction. Il y a un écart. On demande une vérification, mais on n'en tient pas compte dans le calcul du montant de la pension. Ok. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on a quand même déjà fait un bon tour. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on échange comme ça et on a adressé pas mal de points. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on serait passé à travers ou que tu voudrais rajouter je pense que c'est assez complet. Après, moi, j'apprécie énormément le parallèle qu'il peut y avoir dans la prise en charge du client entre ton activité et la nôtre, parce qu'on est dans une démarche dynamique, parce qu'on est dans une démarche d'accompagnement sur du long terme et pas seulement d'une relation client à un instant T. L'important, c'est de pouvoir apporter ce service sur une durée. Et puis voilà, et aujourd'hui, on s'est donné, nous, les moyens chez Cali Retraite, dans la progression de l'entreprise, dans l'évolution de l'entreprise, d'assurer un service client qui est nickel. Top. Je pense que ça sera un mot de la fin extraordinaire. Parce qu'un service client, quand on parle de retraite, c'est très très important. C'est sûrement pas les caisses de retraite qui vont nous le donner. C'est pas non plus antinomique, mais effectivement, c'est important. Bon, bah écoute, merci Thierry pour cet échange. Merci effectivement, Philippe. on a des activités, en tout cas des activités, non pas des activités, mais en tout cas une façon de procéder très parallèle. Et c'est vrai que la complémentarité de nos échanges et de nos activités pour une relation client 100% global, entre guillemets, 360 comme chez nous on aime l'appeler, c'est extrêmement pertinent. Donc j'ai été ravi de partager ce moment-là avec toi. Moi aussi, c'était très cool. Un grand plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet et de le vulgariser un petit peu, ou en tout cas donner une approche un peu moins technique et plus conviviale et sympathique. Ouais. La technicité de la retraite, ça peut faire peur aussi. Exactement. Super. Bah écoute, merci en tout cas. Merci à toi. J'espère que ça fera écho chez vous, qui nous écoutez, qui nous regardez. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certains points. On se sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Philippe. Merci. Merci. Au revoir.